Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, à la veille de la centième, qui sera dédiée à un film culte, voire mon film préféré à vie, mystère, j'ai décidé de vous parler de L'homme qui tua Don Quichotte, qui vient enfin de sortir, réalisé par le Britannique Terry Gilliam. Enfin, dis-je, parce que ça fait au moins 25-30 ans que l'ex-Monty Python se bat pour enfin finaliser ce projet maudit, le film le plus maudit de l'histoire. C'est presque improbable et incroyable qu'il existe enfin. On n'en croit pas nos yeux quand se lance la bobine et qu'on voit enfin, en plus l'intro très chevaleresque du tout, quand on voit tout ça se lancer sous nos yeux, on est là, on se dit, oh bah dis donc, est-ce qu'on rêve? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il va pas y avoir une coupure d'électricité en plein milieu qui va t'empêcher d'aller au bout? Bref, oui, il a réalisé ce film. Il en a beaucoup souffert dans sa carrière. Plusieurs projets qui sont tombés à l'eau, au sens propre comme au sens figuré, notamment cette version avec Jean Rochefort et, et Johnny Depp, pardon. Où Jean Rochefort non seulement a eu des problèmes physiques, mais en plus il y a eu des pluies torrentielles qui ont dévasté les lieux de tournage. Bref, c'est tombé à l'eau, vous voyez. En plus, j'en rajoute une couche, j'essaye d'expliquer mes blagues vaseuses, vous me connaissez. Il y a eu aussi des tentatives avec Robert Duval, avec John Hurt, donc, qui est aussi décédé comme Jean Rochefort. D'ailleurs, le film à la fin est dédié dans le générique à Jean Rochefort et à John Hurt. Bref, après toutes ces péripéties, après en plus là ce film-là, enfin cette version finalisée enfin a failli ne jamais sortir parce que le producteur a tenté un procès, enfin un des producteurs a tenté un procès. Ouf, il a quand même réussi à aller au bout et on l'a vu. Donc le problème de ce film, est-ce qu'il est bien ou non? On va en parler, mais c'est que tellement d'attentes gravitaient autour. Comment se sentir satisfait d'un rêve enfin réalisé ainsi? Un truc que beaucoup d'amateurs de cinéma se sont imaginés. Une fois là sorti, on pouvait se dire ça va être l'œuvre ultime de Terry Gilliam, son film où il va tout mettre dedans, tout de lui, qui va marquer l'histoire et tout. Donc évidemment, en voyant ce film et en arrivant au bout, on ne peut être que, entre guillemets, sur notre faim, pas déçu, mais sur notre faim, parce on attendait tellement que de toute façon, on ne peut pas être satisfait et rassasié. Donc ça, c'est un problème. Là, j'ai vu quelques critiques vite fait qui ne descendent pas le film, non, 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 mais toutes les critiques que j'ai vues vite fait sont pas positives à mort, voilà. Et j'ai envie d'apporter un petit bémol. Moi, je vais mettre un 7 sur 10 à ce film, ce qui est une bonne note. Voilà, je peux pas aller plus haut, mais quand même, c'est un bon film. Voilà, il faut le dire, c'est un très bon film même en soi, esthétiquement. C'est du Terry Gilliam, il s'est pas loupé là-dessus. Il a pris soin de réaliser son concept jusqu'au bout, quitte à en faire trop et ouais, c'est allé trop loin dans le méta et tout, on va en parler. Un film qui réunit à l'affiche Jonathan Pryce, qu'il avait déjà dirigé dans Brasil, qui on a vu récemment dans Game of Thrones, dans le rôle du vieux moineau prêtre un peu excessif, machin là. Il y a Adam Driver. Alors Adam Driver, vous le connaissez pour le rôle de Kylo Ren dans les nouveaux Star Wars, mais on l'avait aussi dans Midnight Special, si je me souviens bien aussi dans Silence de Scorsese, et dans Lincoln aussi de Spielberg. Donc c'est quand même un acteur qui se fait sa place et qui est plutôt intéressant à voir jouer, je trouve. Bon, parce que maintenant tout le monde, enfin la plupart des gens le connaissent en tant que Kylo Ren et donc aiment détester beaucoup cet acteur, alors que quand on le voit dans d'autres rôles, il a quand même un certain charisme, celui-ci. Il y a aussi Olga Kurilenko, Stellan Skarsgård, etc., etc. Il y a bien sûr aussi Sergi Lopez et Rosie De Palma, des acteurs espagnols francophones qu'on a vus dans plusieurs films français, entre autres, et qui font une petite apparition à un moment dans un camp de réfugiés, voilà. Bref, un bon casting et un bon film, disais-je, qui raconte l'histoire, alors pour faire un pitch rapide, d'un réalisateur désabusé, joué par Adam Driver, un certain Toby Grisoni. Toby Grisoni, TG, Terry Gilliam. Vous avez dit que ce film était très méta. Même le réalisateur dans ce film a les mêmes initiales que Terry Gilliam. Réalisateur désabusé, qui va en Espagne pour tourner une pub, alors que lui, c'était pas son but dans la vie, c'était de faire des films et tout. Et justement, il rencontre, voilà, enfin, au fur et à mesure de certaines péripéties, il tombe sur un vieux DVD, le DVD de sa jeunesse, de son premier film, de son film d'étudiant, de son grand projet qui s'appelait donc L'homme qui tua Don Quichotte, puisqu'il était venu jouer dans le même coin de l'Espagne avec des gens locaux, pas des acteurs. L'histoire qui va être plus ou moins contée là-dedans en forme de méta, méta, méta. Alors là, c'est fou ce film, quand on y pense, parce qu'il y a plein de méta et de mise en abîme qui se mordent la queue.
À partir de là, péripétie sur péripétie, le réalisateur désabusé délaisse un peu sa pub à la con, hein, où il y a Don Quichotte dedans d'ailleurs. Il y a un moment des pluies torrentielles aussi qui tombent sur le plateau, d'ailleurs, référence vraiment à ce qui s'est passé lors du tournage de la version potentielle avec Johnny Depp et Jean Rochefort. Et du coup, il se retrouve, il a envie d'aller voir le village dans lequel il a tourné son film d'étudiant, et il retrouve à peu près les personnages ou les gens de l'époque. On a des flashbacks à un moment, au début du film, on a des flashbacks sur le tournage d'antan, et il retombe sur ce paysan qu'il avait choisi pour jouer Don Quichotte, une sorte de cordonnier, qu'il a, qu'il a, qu'il a vraiment motivé à fond pour qu'il se sente Don Quichotte jusqu'au bout des ongles. Et bah, le vieil homme est resté 10 ans après environ Don Quichotte. Il est devenu un peu fou et il se prend toujours pour Don Quichotte. Petite culpabilité de la part du réalisateur, tout ça. Il retrouve aussi, il veut aussi retrouver une jeune espagnole, une jeune barman barwoman, enfin barmaid du coup, qu'il avait choisi pour jouer le rôle de la dulcinée de Don Quichotte et qui commençait à tomber amoureux, à tomber amoureux de lui. Et bah, c'est une quête en fait, c'est une quête improbable dans laquelle est lancé Toby Grisoni, le réalisateur. Péripétie sur péripétie, il retrouve donc celui qui se fait passer pour Don Quichotte, qui l'amène dans des lieux improbables en le prenant pour son écuyer, pour son écureuil, hein, son squirrel. C'est un jeu de mots, squire, écuyer, et squirrel, écureuil, puisque à la base le paysan ne parle pas anglais, donc il bafouillait un peu ses mots. Et donc il prend Toby, le réalisateur, pour Sancho et il l'amène avec lui dans sa quête pour retrouver la Dulcinée, pour voilà, sa quête vers l'inconnu, le chevalier errant Don Quichotte. Et on revit un peu l'histoire de Don Quichotte dans le livre de Cervantes, adapté à des situations plus actuelles. Et c'est vrai que le film part un peu en cacahuète quand même. Il est esthétiquement très bien fait, on s'attache assez vite au personnage. Franchement, ce vieil homme paysan, on est un petit peu touché par ce qui lui arrive. Quoi. Il avait rien demandé, il se retrouve complètement paumé à se prendre pour Don Quichotte, même 10 ans après, sa vie est un petit peu fichue. Quoique non, au final, peut-être que sa vie a eu un nouveau sens grâce à l'intervention de ce réalisateur. Et donc ça part en cacahuète parce que c'est péripéties sur péripéties, c'est très Monty Python dans l'âme. Il y a des trucs qui se passent dans la réalité qui sont un peu improbables, notamment avec la police. Il y a un gitan, on se demande ce qu'il fait dans le film, qui est un petit peu mystique. On se demande si c'est pas un peu le magicien qui transporte les personnages dans un rêve par moment. Un gitan qui ressemblerait à s'y méprendre à Jack Sparrow, joué par Johnny Depp. Est-ce que c'est un hommage à la potentielle présence prévue à la base de Johnny Depp dans le rôle de Sancho? Et il se perd un peu le film, entre réalité, fantasy, fiction, et même parfois mise en abîme. Ça part un peu dans tous les sens, l'histoire est intéressante à suivre, mais c'est par plein de petits actes comme ça va jamais vraiment au bout des choses. C'est des enchaînements de sketchs par moment, enfin de petites scènes, c'est très théâtral, j'ai envie de dire, comme construction. Par exemple, quand ils sont dans ce camp de réfugiés avec Sergi Lopez et Rosie de Palma, qui prennent pour des Toby pense que c'est des terroristes, pas du tout. À un moment, il fait un cauchemar et il se retrouve dans le Moyen Âge avec des inquisiteurs dans ce village. Il y a aussi quelque part une petite critique aussi de la société là, que Terry Gilliam a voulu insérer là en plein milieu du film. C'est un peu bizarre, voilà, tout ce qui se passe autour du camp du réfugié, on s'y perd un peu. Puis il y a l'acte final dans ce château euh, du propriétaire russe qui aussi euh, qui allait signer le contrat du publicitaire qui faisait la pub au début. Voilà, c'est un peu what the fuck, ça part dans tous les sens, en mode carnaval, et on se perd, on sait plus si on est dans un rêve, dans une réalité ou dans une mise en scène. Alors, c'est ce que Thierry Guillaume a voulu faire, c'est normal, parce que l'histoire en elle-même de Cervantes, donc de Don Quichotte, est un petit peu comme ça. Mais c'est dommage en soi, mais ça rend le tout hyper intéressant et attachant aussi. D'autant plus que c'est très bien filmé, c'est bien rythmé, parfois trop. Il y a parfois trop de personnages, on s'y perd un peu. Entre la Dulcinée, donc la jeune, comment elle s'appelle dans le film Angelica. Il y a aussi à un moment plus ou moins la prostituée qui est. Bref, la prostituée de luxe qui est avec le boss de Toby.
le russe, le gitan, bref, il y a trop de choses parfois. Mais le message est assez prenant, j'ai envie de dire. Et puis Terry Gilliam, vraiment on sent qu'il a tellement galéré pour mettre ce film en place et tout, qu'il a voulu tout mettre de ses influences dedans. Donc il y a des passages très Monty Python, au moment il y a des femmes à barbe, regardez la vie de Brian, hein. C'est exactement ça. Don Quichotte qui se bat contre des moulins, des géants, en tapant un peu n'importe où, n'importe comment, sur des trucs qu'on peut pas faire tomber, ça ressemble aussi à Sacré Graal. Il y a beaucoup de personnages vraiment très très inspirés par ces films-là. Vous avez, ouais, enfin, Baron Munchausen aussi, même si je l'ai pas vu, connaissant un petit peu le pitch c'est très onirique, un peu comme ce film-là. Voilà, les plans de Terry Gilliam habituels qu'on peut voir dans Las Vegas Parano notamment, ou aussi dans L'Armée des Douze Singes un peu, même si c'est clairement le film qu'on retrouve le moins dans celui-là. Et puis bah, la mise en abîme de ce qui s'est passé sur les différentes tentatives, ou sur le tournage avec Jean Rochefort. Donc voilà, un truc qui peut pas se faire, avec des péripéties diverses, comme la pluie, des producteurs qui se prennent la tête, comme ça s'est passé en vrai, même sur celui-ci. Certaines malédictions autour d'un tournage qui ne peut pas se dérouler normalement. Voilà, c'est un film très méta, très mis en abîme, très autobiographique en fait de Terry Gilliam, qui mélange donc ses péripéties, tout ce qu'il a souffert en vrai pour réaliser et sortir ce projet, et en plus l'histoire de base qu'il avait prévue. C'est un beau bordel, c'est un vrai bordel, mais quand on ressort de là, on ne peut pas s'empêcher d'être touché, d'être satisfait quand même si on attendait mieux, même si parfois il y a des longueurs, il y a des passages qui peuvent être jugés de trop. Il y a de la pseudo-love story qui va pas vraiment loin et qui... Ouais, bon. Et puis à la fin. Alors la fin, je vais pas en parler, je vais même pas spoiler. Mais on ne sait plus trop où on est sur la fin. Une fin un peu douce amère, bittersweet ending. Ni malheureuse ni heureuse. Enfin, ça dépend comment tu regardes les choses. Mais ça nous laisse un peu sur notre fin aussi, comme fin. Même si on comprend un peu où il a voulu en venir. Voilà. C'est l'éternel recommencement un peu. Et ce film sonne comme un passage de flambeau aussi. Je me demande ce que Terry Gilliam a prévu de faire après, parce que peut-être avec toute l'énergie qu'il a dû y laisser, même dans ce tournage, mais avec toutes les années avant, ce film ressemble comme une sorte de chant du cygne. Pourtant, Terry Gilliam, je pense il en a encore sous la patte. Il a 77 ans. Bon, on voit Scorsese, il est encore là, hein. Mais est-ce que ça pourrait ne pas être son dernier film? Je n'en sais absolument rien, mais ça sonnerait comme un dernier film, comme l'épilogue de sa carrière. Il a voulu tout mettre dedans, il en a tellement chié que peut-être qu'à partir de là, ça va s'arrêter. On n'espère pas, évidemment. Mais bon, si sa carrière devait s'arrêter là, ça serait un clin d'œil vraiment incroyable. Il aura enfin vaincu le signe indien, mais avec un film très correct, qui marquera l'histoire de toute façon du cinéma, ne serait-ce que par son in the making, tout son procédé artistique et créatif presque qui n'a jamais failli aboutir, mais qui a finalement abouti à cela. Et peut-être que dans 10-20 ans, ce film sera considéré comme culte, avec un gros recul. Allez savoir. Bref, à voir, franchement, allez le voir, l'homme qui tue à Don Quichotte, il le mérite, ne serait-ce que par tout ce qui a été vécu autour et avant. Ça mérite d'être vu, il y a des choses, c'est pesant, quoi. Quand on voit ce film, on sent qu'il y a eu de la souffrance derrière et qu'il y a eu vraiment du travail, et voilà. Bref, à la prochaine. Ciao.